Depuis que les humains existent, des tueurs en série ont parcouru le monde. Parmi les cas les plus étudiés de ce genre de personnes, on retrouve Jeffrey Dahmer, Ted Bundy et Joseph James D'Angelo, aussi connus sous le nom du tueur du Golden State. Mais il existe des dizaines de criminels moins connus qui sont tout aussi cruels, insensibles et troublants que ces hommes. Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous examinons les cas de 3 tueurs en série dont vous n'avez pas entendu parler en cours de criminologie. Mose Gibson est né vers 1883 dans la paroisse de Bienville, en Louisiane. Peu de choses sont documentées sur sa jeunesse et la nature de son premier crime, mais il a été établi qu'il a été emprisonné pour la première fois en 1904 à Bâton Rouge. 3 ans plus tard, et sous le nom de Monk Gibson, il a été jugé après avoir tendu une embuscade et tiré sur un autre homme. Un procureur du district nommé William Barnett a décidé de défendre Gibson parce qu'il avait une bonne réputation en tant qu'ouvrier agricole travailleur. Mais malgré ses efforts, Gibson a tout de même été reconnu coupable et condamné à purger une peine au pénitencier d'État de Louisiane. À sa libération, il s'est rendu en Floride. Il affirmera plus tard qu'il s'était tourné vers une vie de crime après avoir été injustement envoyé dans un pénitencier du Sud où il était devenu criminel par association. Durant la décennie suivante, la vie de Gibson fut presque entièrement criminelle. Il a commis des dizaines de cambriolages et de vols à main armée, certaines sources affirmant que leur nombre atteignait même les centaines ou les milliers, et il aurait tué jusqu'à 10 personnes, bien que la plupart des rapports fixent ce chiffre à 7. 2 de ces cambriolages ont été commis en juin 1913 à Omaha, Nebraska, ce qui a conduit à son arrestation. Cependant, il a réussi à s'échapper alors qu'il avait encore les menottes au poignet. Il a ensuite cambriolé une autre maison afin de pouvoir se payer leur retrait. Lorsque Gibson a ensuite été arrêté pour meurtre, il a refusé de révéler ses activités en Floride, mais un directeur de compagnie pétrolière nommé Harris a révélé qu'il s'était battu avec Gibson, au cours de laquelle le criminel avait tenté de le tuer. À la suite de leur altercation, Gibson a tiré sur Harris, effleurant le sommet de sa tête et lui infligeant une blessure superficielle. Le premier meurtre connu de Gibson a eu lieu la veille de Noël 1908 à Addis en Louisiane. À l'époque, Gibson travaillait pour J.R. Rivet, un propriétaire de restaurant, qui ordonna au jeune homme de 25 ans d'aller chercher des poulets pour le petit déjeuner du lendemain matin. Un collègue, Joe Clark, est parti avant Gibson. Le lendemain matin, il découvrit J.R. à l'intérieur du restaurant, baignant dans une mare de sang. Il avait été battu à mort. Accompagné d'un autre homme, Joe découvrit également qu'une malle appartenant à J.R. avait été ouverte et fouillée, ce qui suggérait que le mobile était le vol. Une semaine plus tard, le 1er janvier 1909, un homme nommé Brown Roberts fut arrêté en lien avec l'affaire. Bien que les enquêteurs pensaient qu'il était au moins complice du crime, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour le relier à la scène. 5 mois plus tard, le 27 mai, une foule d'hommes en colère a fait irruption dans la prison où Roberts était détenu et a tenté de lui arracher des aveux, mais sans succès. D'après les rapports, Roberts n'a jamais été revu ni entendu après cela. Les autorités ont émis l'hypothèse que Gibson était également responsable du meurtre de Susan B. Clark, décédée le 1er novembre 1919 à Orange City, en Floride. Si cela est vrai, cela ferait d'elle sa deuxième victime. Les enquêteurs ont développé cette théorie après que Gibson a avoué avoir tué une femme à Orange City en novembre 1919. À peu près à la même époque, une autre femme de la ville a été cambriolée, ce qui a amené certains à penser que ce crime aussi avait été commis par Gibson. Ses prochaines victimes furent les Earhart, qui ont été tués à Phoenix le 6 juin 1920. Fait notable, Gibson avait été arrêté moins d'un mois plus tôt, après avoir été surpris en train d'importer de l'alcool dans le pays. Il a purgé 24 jours de prison à Douglas, en Arizona, et est arrivé à Phoenix le 3 ou le 4 juin.
Il a utilisé un marteau pour pénétrer dans la maison des Earhart, dont le bruit a réveillé le couple endormi. Le mari a tenté de se battre contre Gibson pour protéger sa femme, mais il a rapidement été maîtrisé et tué. Sa femme a été battue à mort peu de temps après, survivant juste assez longtemps pour ramper jusqu'à son mari avant de décéder. Leurs décès ont été découverts par leur fils, Jacob Jr., qui a immédiatement contacté les autorités. D'après les rapports, 2 hommes dans une Ford rayée ont fui les lieux sans jamais être appréhendés. Il a vite été jugé peu probable qu'ils soient impliqués, car les empreintes dans la maison indiquaient un seul meurtrier. Au cours de l'enquête, 150 personnes ont été interrogées, puis finalement relâchées. Une récompense de 3 000 $, soit près de 50 000 $ aujourd'hui, était offerte à quiconque fournissait des informations menant à l'arrestation. Mais la récompense n'a pas été réclamée. Plusieurs semaines plus tard, un homme mexicain nommé Jesús María Barboa a été interrogé et emmené sur les lieux du crime. On ignore comment les enquêteurs ont suspecté Barboa, mais il a avoué avoir tué les Earhart sur place, peut-être sous contrainte. Bien qu'il ait plaidé coupable lors du procès, les autorités semblaient peu convaincues par ses déclarations et ont noté qu'il était presque dans un état second lorsqu'il a raconté son histoire. Cela a conduit à son acquittement et à son placement dans un hôpital psychiatrique. Le dernier meurtre de Gibson a eu lieu le 15 juillet 1920 à Fullerton, en Californie, lorsqu'il s'est introduit dans un ranch pour le cambrioler, mais au cours de l'effraction, il a réveillé les résidents, Roy G. Trapp et sa femme. Roy a été tué à coups de marteau et sa femme frappée jusqu'à l'évanouissement. Quelques jours plus tard, un opérateur télégraphiste a lu un article sur le crime, y compris la description d'un suspect potentiel. Un commerçant a pu donner une description aux enquêteurs lorsqu'une lampe de poche laissée sur les lieux a été retracée jusqu'à lui. Peu après avoir lu l'article, l'opérateur télégraphiste a rencontré Gibson, correspondant à la description du suspect, alors qu'il achetait des billets pour Albuquerque. Seuls tous les deux, l'opérateur télégraphiste a tenté de gagner du temps et a alerté les policiers pour qu'ils arrêtent Gibson. Les autorités sont rapidement arrivées sur les lieux, mais elles l'ont poursuivi lorsqu'il a tenté de s'enfuir et se sont battues avec lui, mais il a finalement été appréhendé. Gibson a d'abord refusé de coopérer avec les autorités, mais il a fini par admettre le meurtre de Roy Trapp. Comme le meurtre ressemblait beaucoup à celui des Earhart, les enquêteurs l'ont également relié à cette affaire, ce à quoi Gibson a ensuite avoué. Il a ensuite avoué les autres meurtres, mais n'en a pas discuté tous en détail. Cela a ensuite suscité des spéculations selon lesquelles il n'était pas responsable de certains crimes avoués et avait été intimidé ou contraint. Malgré ses aveux, Gibson n'a été condamné que pour le meurtre de Roy Trapp, ce qui a suffi à lui valoir une peine de mort. Il a été pendu une semaine plus tard, le 24 septembre 1920 à San Quentin, en Californie. Le Santa Ana Register a rapporté que sa mort mettait fin à l'une des carrières criminelles les plus horribles de l'histoire de l'Amérique. David Meyerhofer est né le 8 juin 1949 et a grandi avec ses 4 frères et sœurs à Manhattan, une petite ville du comté de Gallatin, dans le Montana. Peu de choses sont connues sur sa famille, mais comme de nombreux tueurs, Meyerhofer était un solitaire marginalisé à l'école et victime d'intimidation. À la fin des années 1960, il a été appelé sous les drapeaux. 5 ans plus tard, en 1973, il a été honorablement libéré du corps des Marines et est ensuite retourné dans sa ville natale de Manhattan, où il a commencé à travailler comme homme à tout faire et charpentier. L'un des premiers crimes de Meyerhofer fut l'enlèvement et le meurtre de Susan Jaeger, âgée de 7 ans, qui a disparu le 25 juin 1973 alors qu'elle campait avec sa famille dans le parc d'État de Missouri Headwaters. 3 jours après sa disparition, le 28 juin, un homme a contacté le bureau du FBI à Denver, dans le Colorado, exigeant une rançon de 25 000 $ en échange du retour sain et sauf de Susan. Quelques jours plus tard, les agents du bureau du shérif du comté de Gallatin ont reçu un appel similaire, mais cette fois, le coupable a exigé le double de la somme. Afin de prouver qu'il avait Susan en sa possession, il a décrit un ongle unique qu'elle avait sur l'un de ses index, ce que ses proches ont ensuite confirmé. Peu après, les autorités ont organisé une rencontre pour verser la rançon et piéger le coupable, mais personne n'est venu récupérer l'argent. Des mois se sont écoulés avant que le ravisseur ne rappelle.
Cette fois, le 24 septembre, il a contacté la maison de la famille Yeager et a parlé avec le frère adolescent de Suzanne, Daniel. Il a mentionné son appel précédent avec les autorités pour prouver son identité et sa conversation avec Daniel a été enregistrée grâce à une écoute téléphonique déjà mise en place par le FBI. L'appel a été localisé à Cheyenne, la capitale du Wyoming, mais cet indice n'a jamais mené à une arrestation. L'affaire est de nouveau tombée dans l'oubli au cours des mois suivants. En février 1974, des fragments de squelettes ont été découverts à Lockhart Place, un ranch abandonné à Three Forks, dans le Montana. Les restes appartenaient à deux personnes différentes, une jeune fille âgée de 6 à 8 ans et une jeune femme âgée de 18 à 20 ans. Malgré cette découverte, il faudra attendre le 25 juin pour que l'appelant reprenne contact, lorsqu'il a appelé la famille Yeager. Il a parlé avec la mère de Suzanne, Marietta, et cette fois, il s'est prouvé en décrivant l'apparence de Suzanne. Il a finalement mis fin à la conversation en affirmant qu'il ne pouvait pas rendre la petite fille. Dans les jours qui ont suivi, un habitant de Three Forks a contacté les enquêteurs après avoir découvert qu'il avait reçu une facture pour un appel téléphonique passé le 25 juin. Cependant, il n'avait pas passé un tel appel. Les autorités ont alors contrôlé les câbles téléphoniques locaux et trouvé une passerelle vocale et d'autres appareils, pensant que les ravisseurs les avaient installés pour permettre l'appel. Les premiers profileurs du FBI ont proposé d'établir un profil du suspect afin d'aider les enquêteurs à réduire leur liste de suspects. Ils ont déclaré qu'il s'agissait probablement d'un homme blanc, de 25 à 30 ans, originaire de la région, ancien des télécommunications militaires et marginal social avec des difficultés relationnelles. Cela a finalement conduit les autorités à soupçonner Meyerhofer. Un homme correspondant à sa description s'était rendu à Three Forks à de nombreuses reprises entre 1973 et 1974 pour travailler dans des ranchs de la région, y compris Lockhart Place dans le cadre de son travail d'homme à tout faire. Ils ont aussi découvert, grâce à un reçu d'atelier de réparation, qu'il était à Cheyenne la veille de l'appel téléphonique depuis cette ville. Il a été arrêté en août 1974 et amené pour être interrogé. Meyerhofer a nié les faits en garde à vue et a accepté un test au détecteur de mensonges ainsi qu'un interrogatoire sous soi-disant sérum de vérité. Cependant, ces entretiens n'ont rien donné et les résultats du test au détecteur de mensonges étaient non concluants. Faute de preuves, les enquêteurs ont été contraints de le relâcher sans inculpation. Un mois plus tard, les enregistrements audio de son interrogatoire ont été présentés à Marietta Yeager, qui l'a identifié comme l'homme avec qui elle avait parlé au téléphone. Peu de temps après, Marietta a confronté Meyerhofer, ce qu'elle ferait à plusieurs reprises au cours des semaines suivantes dans le but de découvrir ce qui était arrivé à sa fille et d'obtenir justice pour sa famille. Le 24 septembre, l'homme a de nouveau appelé la maison des Yeager, s'identifiant comme Travis. Il a dit qu'il ne reverrait jamais Suzanne et que c'était leur faute car ils avaient aidé la police. Et lorsque Marietta l'a appelé par le nom de David Meyerhofer, il n'a pas répondu. À l'insu de Meyerhofer, l'appel était surveillé par le FBI qui a déterminé de façon concluante que Meyerhofer et l'appelant étaient une seule et même personne. Meyerhofer a été arrêté le lendemain. Les fouilles de son domicile et de sa voiture ont révélé des vêtements de femme ensanglantées, des taches de sang ainsi qu'une main humaine et plusieurs doigts conservés dans le réfrigérateur. Confronté aux preuves, Meyerhofer a avoué le meurtre de Suzanne Yeager, ainsi que celui de Sandra Smaligan, âgée de 19 ans qui avait disparu le 10 février 1974 à Manhattan, dans le Montana. Il a déclaré qu'il avait tenté d'avoir une relation intime avec Sandra, mais qu'elle avait rejeté ses avances. En conséquence, il l'a enlevée, l'a attachée et l'a transportée. Elle est finalement morte étouffée. Par ailleurs, il a déclaré qu'il avait poignardé Suzanne à mort. On ne sait pas clairement quel était son motif derrière l'enlèvement. Cependant, car il a nié avec insistance avoir agressé sexuellement Sandra ou avoir eu l'intention de le faire. Il a démembré les corps de ses deux victimes, puis les a enterrés dans un foyer avant de jeter leurs cendres et les fragments d'os à Lockhart Place. Pour éviter la peine de mort, Meyerhofer a également avoué 2 autres meurtres. L'une des victimes était Bernard Polman, âgé de 13 ans qui avait été abattu à Three Forks en 1967. Sa mort avait d'abord été attribuée à une balle perdue d'un chasseur. L'autre meurtre concernait Michael Rainey, âgé de 12 ans qui avait été battu à mort à Three Forks en 1968. Meyerhofer n'a donné que peu de motivation concernant ces meurtres, mais les enquêteurs soupçonnaient qu'il en avait probablement tué encore plus. Probablement dans d'autres régions de l'État ou même du pays.
Cependant, certains de ces crimes présumés ont ensuite été attribués à d'autres tueurs, dont Wayne Nance et Richard William Davis. Meyerhofer est un mort après s'être suicidé seulement 4 heures après avoir avoué les meurtres. Notamment, son frère cadet a été arrêté au milieu des années 80 pour une série de viols sur enfants et a été libéré en 2017. Il y a eu des spéculations selon lesquelles quelque chose s'était produit dans l'enfance des deux garçons qui les aurait poussés à commettre de tels actes violents, mais une sœur interrogée plus tard a nié qu'il y ait eu des abus dans la famille. En 2005, des ouvriers du bâtiment qui rénovaient un garage à Manhattan ont découvert des objets appartenant à Sandra. Les objets avaient été cachés dans un mur et ont ensuite été rendus à sa mère, car rien d'étrange ou de suspect n'a été trouvé. Minnie Dean est née Wilhelmina Minnie McCulloch à Greenock, en Écosse, le 2 septembre 1844. Une grande partie de sa jeunesse reste un mystère, si ce n'est que son père était ingénieur ferroviaire et que sa mère était décédée alors que Dean n'avait que 13 ans. En 1862, elle vivait à Invercargill, en Nouvelle-Zélande. Elle avait émigré dans le pays avec sa jeune fille pour vivre avec une tante qui avait déjà construit sa vie et elle était enceinte de son deuxième enfant. On ne sait pas qui était le père des enfants, mais Dean affirmait être veuve, bien qu'aucune preuve de mariage n'ait jamais été trouvée. Elle s'est devenue enseignante peu de temps après s'être installée dans sa nouvelle vie, et en 1872, elle a rencontré et épousé Charles Dean, un aubergiste. Le couple a finalement déménagé à Winton, où Charles a commencé à élever des porcs. Bien qu'ils aient été financièrement à l'aise pendant les premières années de leur mariage, à cette époque, ils commençaient à avoir des difficultés. Charles a été déclaré en faillite en 1884. Mais les finances n'étaient pas les seuls problèmes du couple. Selon un rapport de la BBC, l'une des filles de Dean s'est noyée avec ses 2 enfants, ce qui a contribué à la dépression persistante de Dean. Pourtant, afin de joindre les deux bouts, elle a commencé à pratiquer le baby farming, une pratique courante où des enfants étaient confiés à une femme souvent mariée pour qu'elle s'en occupe en échange d'une somme mensuelle ou d'un paiement unique. Dans les années 1800, les moyens de contraception étaient très limités. Avoir un enfant hors mariage était mal vu, et beaucoup de mères pauvres vivaient toute la journée dans la misère d'une maison de travail. Ainsi, beaucoup de femmes préféraient discrètement confier leurs enfants non désirés à l'adoption, car élever un enfant de plus leur coûtait plus cher socialement et financièrement. L'élevage de bébés était très répandu durant cette période, en particulier au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dean s'occupait de jusqu'à 9 enfants à la fois et n'a jamais manqué de clients. Puisque le taux de mortalité infantile était élevé à cette époque, il n'était pas inhabituel que des enfants sous la garde de Dean disparaissent simplement, étant décédés d'une maladie ou d'une autre. En mars 1889, elle a perdu un bébé de 6 mois après que le nourrisson ait eu des convulsions. Et 2 ans plus tard, un bébé de 6 semaines est décédé de problèmes respiratoires. Aucun de ces décès n'était particulièrement suspect, bien que la découverte d'un garçon noyé sous sa garde en 1894 ait suscité quelques interrogations, surtout lorsque Dean a caché le corps dans son jardin. Bien qu'une enquête du coroner ait eu lieu, elle a été jugée non responsable des décès en raison de la multitude de facteurs qui pouvaient facilement contribuer à la mort d'un enfant à l'époque, notamment l'hygiène universellement mauvaise et les maladies non transmises par la mère biologique. Il semblait cependant que le mal était déjà fait à la réputation de Dean. Au cours des mois suivants, des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle était une mauvaise gardienne et maltraitait les enfants dont elle était censée s'occuper. Certains ont suggéré que ces actions ressemblaient à celles de nourrices criminelles plus violentes au Royaume-Uni ou en Australie. Des femmes tuèrent les enfants dont elles avaient la charge pour éviter de s'en occuper. Mais il était difficile de prouver à quel point Dean était responsable de la mort de certains enfants, surtout puisqu'il n'était pas nécessaire de tenir des registres officiels à l'époque, ce qui rendait impossible de suivre les enfants ou de prouver qu'ils avaient disparu alors qu'ils étaient sous sa garde. En 1895, des témoins ont vu Dean monter dans un train emportant à la fois une boîte à chapeau et un jeune bébé. Cependant, elle est ensuite descendue du même train sans le bébé et seulement avec la boîte à chapeau. Plusieurs porteurs de chemin de fer ont remarqué que la boîte à chapeau était très lourde, puis Jeanne Hornsby a informé les autorités qu'elle avait confié sa petite fille Eve à Dean récemment. Des vêtements du nourrisson ont été retrouvés chez Dean, mais l'enfant restait introuvable. Dean elle-même n'a pas pu montrer l'enfant aux enquêteurs, ni fournir une explication plausible et satisfaisante quant à l'endroit où elle se trouvait. Les autorités ont ensuite recherché le bébé le long du trajet emprunté par le train, mais il n'y avait aucune trace d'elle.
Après avoir arrêté Dean à son domicile, ils ont alors fouillé son jardin. Ils ont découvert 3 corps, dont ceux de 2 bébés et les restes squelettiques d'un garçon de 3 ans. L'un des bébés a été identifié comme étant Eva, et il a été déterminé qu'elle était morte étouffée. L'autre bébé était Dorothy Edith Carter, âgée d'1 an, qui était décédée d'une overdose de laudanum, un extrait d'opium autrefois utilisé comme sédatif. Quant à l'identité du 3e enfant, elle reste inconnue et la cause de son décès n'a jamais été déterminée. Dean a été accusé du meurtre de Dorothy Carter. Son avocat a affirmé que les décès étaient accidentels et qu'elle les avait cachés pour éviter les soupçons et la mauvaise publicité. Il a affirmé que la surdose était une erreur évidente, tandis qu'Eva Hornsby avait inhalé son vomi, ce qui a entraîné sa mort. Pourtant, le 21 juin 1895, Dean a été reconnue coupable de meurtre et condamnée à la peine de mort. Pendant son incarcération, elle a écrit sur sa vie, notant qu'elle s'était occupée de 28 enfants au cours de sa vie. 5 ont été retrouvés sains et saufs par les autorités, 1 récupéré par ses parents, 2 étant ses filles adoptives, et 6 sont décédés sous sa garde. Les 14 enfants restants sont portés disparus. Le 12 août 1895, Minnie Dean a été pendue à Invercargill. Elle avait 50 ans et est la seule femme à avoir été exécutée en Nouvelle-Zélande. Avant sa mort, on lui a demandé si elle avait quelque chose à dire. Elle aurait répondu non. Sauf que je suis innocente. Il est à noter que plusieurs autres femmes, entre 1872 et 1891, ont été reconnues coupables d'infanticide, et bien que toutes aient été condamnées à mort, leurs peines ont été commuées en prison à vie. Les crimes de Dean ont conduit à la création de plusieurs lois visant à protéger les enfants, notamment la loi sur la protection de la vie de 1893 et la loi sur la protection des nourrissons de 1896.